se réveille à 6h30. Il prépare le petit déjeuner. Riz, soupe, accompagnement disposé avec l'efficacité tranquille d'un homme qui fait cela chaque matin depuis des années. Il prépare une boîte à déjeuner. Il vérifie un sac à dos, devoirs, gourde, trousse. Il accompagne sa fille à l'école, lui tient la main au passage piéton, salue poliment les autres parents. Il va au travail. Il s'assied à un bureau. Il classe des dossiers. Il déjeune d'un repas de supérette. Il rentre. Il aide aux devoirs. Il prépare le dîner. Il lit une histoire du soir. Il éteint la lumière. Voilà la vie quotidienne de Lee Do-jun. Fonctionnaire, père célibataire, l'homme le plus banal de Corée du Coréa. C'est aussi le démon céleste, le maître suprême des arts martiaux d'un autre monde. Un être dont la puissance dépasse si loin le seuil de la compréhension humaine que le mot « fort » ne commence même pas à décrire ce dont il est capable. Il a un jour brisé une montagne parce que quelque chose derrière l'agaçait. Il a vaincu des armées. Il a brisé des dieux. Et maintenant, il prépare des boîtes à déjeuner. Voici « My Dad is Too Strong ». Et c'est, d'une manière ou d'une autre, l'une des histoires les plus sincèrement touchantes de tout le médium. Bienvenue de nouveau sur Manhwa Recap Vault. Le protagoniste surpuissant est l'un des archétypes les plus fiables de Manhwa. Un personnage si fort que le divertissement ne vient pas de savoir s'il va gagner, mais de l'absurdité de sa victoire et de la réaction de tout son entourage. My Dad is Too Strong reprend cette formule et y ajoute un élément qui change tout le registre émotionnel de l'histoire. Une fille, une enfant qui ne sait pas ce qu'est son père. Une raison pour l'être le plus puissant en vie de feindre l'ordinaire. La comédie est excellente, mais sous la comédie se cache quelque chose d'étonnamment vrai. Lee Do-jun était, dans son existence précédente, un homme parfaitement ordinaire. Fonctionnaire, bureau gouvernemental, le genre de poste qui tourne aux formulaires, aux procédures et à cette marque d'ennui institutionnel reconnaissable à quiconque a déjà eu affaire à une bureaucratie. Il n'avait rien de remarquable. Aucun destin de grandeur ne l'attendait. C'était un homme qui allait au travail, rentrait chez lui et vivait une vie si agressivement normale qu'elle ne mériterait pas une seule phrase dans une histoire. Et puis il a été convoqué dans un autre monde. L'élément isekai de cette manhwa était traité avec une efficacité inhabituelle. L'auteur, Gae Byok-s, ne s'attarde pas longuement sur la mécanique de la convocation ni sur la structure de l'autre monde. Ce qui compte, c'est ce qui s'y est passé. Et ce qui s'y est passé, c'est que Lee Do-jun, ordinaire, sans relief, a découvert que les règles régissant son monde d'origine ne s'appliquaient même pas. Dans ce nouveau monde d'arts martiaux, de cultivation et de hiérarchie, de puissance déterminant qui vit et qui meurt, le corps de Do-jun répondait à l'entraînement avec une vitesse et une intensité défiant tout principe établi. Il devint plus fort. Absurdement, impossiblement, catégoriquement plus fort. Non par génie, ni par destin, ni par quelque avantage de lignée héritée. Par pure persistance obstinée, appliquée à un corps qui, pour des raisons que l'histoire n'explique jamais entièrement et n'a pas besoin d'expliquer, refusait simplement de cesser de progresser. Il gravit la hiérarchie martiale non avec élégance, mais avec la constance méthodique et acharnée d'un fonctionnaire vidant une file d'attente. Un adversaire à la fois, un palier à la fois, une technique à la fois, jusqu'à ce qu'il ne reste plus personne au-dessus de lui. Le démon céleste. Dans le Murim, le monde martial, ce titre n'est pas un rang. C'est une catégorie à un seul membre. L'être au sommet, le plus fort. Celui dont la puissance définit le plafond du possible, parce que personne en vie ne l'a dépassé. Lee Do-jun a atteint ce sommet et s'y est tenu seul. Et le monde qu'il avait convoqué n'avait plus rien à lui offrir, sauf la question qui définit le reste de l'histoire. Et maintenant, la réponse pour Do-jun fut immédiate et sans complication. Il voulait rentrer chez lui. Pas parce que sa vie dans l'autre monde était insatisfaisante. Pas parce qu'il fuyait quelque chose. Parce qu'il avait une vie. Une vraie.
dans un monde où sa fille grandissait sans lui. Il a trouvé le chemin du retour. La mécanique n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est le retour. Lee Do-jun rentre dans sa vie ordinaire, portant en lui la puissance accumulée du démon céleste, dans un corps qui ressemble exactement à ce qu'il était avant son départ. Un fonctionnaire d'âge moyen, un peu fatigué, légèrement empâté au milieu. Le genre d'homme qu'on ne regarde pas deux fois. L'écart entre ce qu'il paraît être et ce qu'il est réellement. Cet écart, c'est toute l'histoire. Sa fille est la raison de tout. Je tiens à être clair là-dessus, parce que cela change entièrement la nature du power fantasy. La plupart des histoires de protagonistes surpuissants placent la puissance au centre. Le plaisir vient de voir une force inarrêtable interagir avec un monde qui ne comprend pas à quoi il a affaire. Le protagoniste savoure sa supériorité, ouvertement ou sous le mince vernis de la modestie. La puissance est le sujet. Dans My Dad is Too Strong, la puissance est l'obstacle. Do-jun ne veut pas être le démon céleste. Il veut être un père. Il veut accompagner sa fille à l'école sans fissurer accidentellement le trottoir parce que son corps fonctionne à un niveau de rendement physique conçu pour pulvériser des monstres de la taille d'une montagne, pas pour naviguer sur un trottoir résidentiel. Il veut aider au devoir sans que son aura ne fuite et fasse léviter les crayons. Il veut assister à une réunion parents-professeurs sans que les chasseurs S-rank de la ville ne détectent sa présence et ne passent en alerte maximale. Sa fille, jeune, vive et joyeusement inconsciente que son père pourrait raser la ville où ils habitent, est l'encre qui maintient l'histoire les pieds sur terre. Leur relation est écrite avec une précision qui ne peut venir que de l'observation. La manière dont Do-jun s'inquiète pour ses repas. La manière dont il panique, visiblement, lorsqu'elle mentionne un garçon dans sa classe. Le démon céleste, un homme qui a vaincu des dieux, désarçonné par le concept d'un béguin d'écolière. La manière dont il se présente à chaque événement scolaire, s'assoit en silence au dernier rang et rayonne d'une fierté si transparente, si authentique, qu'elle fait ressentir au lecteur des choses qu'une histoire sur un protagoniste surpuissant ne devrait, par toute mesure raisonnable, pas être capable de faire ressentir. La comédie émerge organiquement de cette dynamique. Do-jun ne joue pas la faiblesse. Il essaie sincèrement d'être normal. Mais la normalité est difficile quand votre état physique de base dépasse ce que ce monde considère comme possible. Il ouvre un bocal et le couvercle se désintègre. Il tape un collègue dans le dos et l'envoie tituber à travers la pièce. Il chasse une mouche et perce un trou dans le mur. Chaque incident est mineur. Chacun est joué pour la comédie et chacun renforce la tension centrale. L'être le plus puissant de la planète, essayant désespérément d'être assez doux pour le monde dans lequel vit sa fille. Le problème, et c'est le moteur qui propulse 237 épisodes sur 5 saisons, c'est que le monde de Lee Do-jun n'est pas sûr. C'est une version de la Corée moderne où portail, donjons et monstres sont une réalité. Les chasseurs, des individus aux capacités éveillées, forment la classe d'élite, menant des raids, nettoyant des donjons et protégeant la population civile contre des menaces que les forces militaires conventionnelles ne peuvent gérer. Le système des chasseurs fonctionne selon une échelle de rang. U-rank tout en bas, à peine surhumain, utile pour les nettoyages mineurs. S-rank au sommet, des individus d'une puissance telle qu'ils sont essentiellement des atouts nationaux. Suivis par les gouvernements, courtisés par les guildes, traités avec la déférence prudente, réservée aux personnes capables de causer des dégâts considérables si elles étaient suffisamment motivées. Lee Do-jun ne figure pas sur cette échelle. Non parce qu'il est en dessous, mais parce qu'il est si loin au-dessus que les instruments de mesure ne peuvent pas traiter ce qu'il lise. Lorsqu'il est testé, ce qui arrive tôt dans l'histoire, via une obligation bureaucratique imposant à tous les citoyens de passer une évaluation d'éveil. La machine ne renvoie pas un résultat S-rank. Elle casse, littéralement. La technologie conçue pour mesurer les limites supérieures de la capacité humaine rencontre Lee Do-jun et cesse de fonctionner parce que la notion de limite supérieure
ne s'applique pas à ce qu'il est. Il s'en sort en parlant. Compétences bureaucratiques développées au fil d'années de services publics, déployées pour naviguer dans un système institutionnel qui veut le classer. Il remplit les bons formulaires. Il parle aux bonnes personnes. Il exploite les failles procédurales avec la fluidité d'un homme qui a passé sa carrière à l'intérieur de ce genre exact de système. Le résultat, officiellement classé citoyen ordinaire. Aucun éveil, aucun rang de chasseur, rien à signaler. Mais le monde n'arrête pas de produire des situations où rien à signaler devient de plus en plus difficile à tenir. Des monstres percent des portails près de l'école de sa fille. Do-Jun les élimine, instantanément, invisiblement, d'un geste de force si précis et si rapide que les chasseurs S-Rank qui arrivent pour gérer la situation ne trouvent que des cadavres et aucune explication. Des recruteurs de guildes percevant des signatures énergétiques résiduelles qu'ils n'arrivent pas à identifier commencent à rôder dans son quartier. Des agences gouvernementales, celles qui surveillent les relevés de puissance anormaux, signalent son district comme zone d'intérêt sans comprendre pourquoi. Chaque intrusion oblige Do-Jun à se calibrer. Combien de puissance peut-il utiliser sans être détecté? Comment peut-il protéger sa fille sans révéler ce qu'il est? Comment un homme qui pourrait résoudre tous les problèmes du monde d'un seul coup de poing navigue-t-il dans un monde qui exige subtilité, retenue et cette compétence sociale très particulière d'être oubliable? Les personnages secondaires se multiplient à travers ce processus. D'autres parents à l'école de sa fille qui remarquent que Do-Jun se trouve toujours suspectement à proximité quand les incidents se résolvent d'eux-mêmes. Des chasseurs qui le croisent dans des contextes civils et éprouvent un malaise instinctif, lancinant, qu'ils n'arrivent pas à expliquer. Le cerveau animal reconnaissant un prédateur que l'esprit conscient ne parvient pas à catégoriser. Des fonctionnaires qui retrouvent constamment son nom à côté d'événements inexplicables et ne peuvent déterminer s'il est témoin, victime ou toute autre chose. La comédie d'erreur s'amplifie magnifiquement au fil des saisons. Chaque presque exposition élève les enjeux. Chaque dissimulation réussie exige des solutions de plus en plus créatives. Et à travers tout cela, la préoccupation principale de Do-Jun, sa seule véritable préoccupation, c'est de savoir s'il sera de retour à temps pour préparer le dîner. Mais le manhwa comprend que la dissimulation sans révélation occasionnelle engendre la frustration. Le public a besoin de voir. Il a besoin du moment où le masque glisse, où le fonctionnaire disparaît et où le démon céleste émerge, et où l'écart entre ce que tout le monde croyait et ce qui est réellement vrai devient visible d'une manière qui ne peut être rationalisée. Ces moments sont les pics structurels de chaque saison. Gebyox les espace avec la discipline d'un écrivain qui comprend que la retenue rend l'impact exponentiel. On attend. On regarde Do-Jun s'empêtrer dans les réunions parents-professeurs, esquiver les recruteurs de guildes et feindre de peiner avec un sac de course. On absorbe la comédie de sa vie civile. Et puis arrive une menace trop grande, trop rapide, trop dangereuse pour la subtilité, et la main de Do-Jun bouge. Une fois, le monstre boss, ce genre d'entité qui exige une équipe de raid S-Rank complète, des semaines de préparation et des projections de pertes acceptées, cesse d'exister. Pas vaincu, pas battu, effacé, d'une frappe unique, nette, impossiblement rapide, qui porte le poids de tout ce qu'il a appris dans un monde où ce niveau de puissance était le minimum requis pour survivre. Ce sont les réactions qui font tout. Des chasseurs S-Rank, les individus les plus puissants de la planète, selon toute mesure conventionnelle, debout face aux conséquences de quelque chose qu'ils ne peuvent traiter. Le monstre n'est plus. La menace est éliminée. Et un homme d'âge moyen, en chemise légèrement froissée, s'en va, en consultant son téléphone, parce que le cours de piano de sa fille se termine dans 20 minutes et qu'il doit être là. Le coup de fouet tonal est intentionnel et magistral. La comédie est le registre dominant, mais quand l'action remonte à la surface,
Elle remonte avec un poids que les histoires comiques de protagonistes OP atteignent rarement. Parce que la puissance de Do-jun n'est pas mise en scène pour le spectacle. Elle est déployée avec réticence, précision et une efficacité qui parle de décennies d'expérience dans un monde où l'hésitation signifiait la mort. Il n'apprécie pas ces moments. Il ne savoure pas le choc sur les visages des chasseurs qui en sont témoins. Il traite l'étalage de sa véritable puissance comme il traite une urgence au travail, une interruption dans la vie qu'il veut réellement vivre, gérer aussi vite que possible, afin qu'il puisse retourner à ce qui compte. Le récital de piano de sa fille, le dîner, les devoirs, les histoires du soir, l'architecture émotionnelle et précise. La comédie vous fait aimer Do-jun, l'action vous fait le respecter. Mais la parentalité, le travail authentique, ingrat, quotidien, d'élever seul un enfant, c'est ce qui vous le fait chérir. Et cette progression est ce qui élève Man-hwa du divertissant au véritablement émouvant. Le genre du protagoniste surpuissant a un problème structurel. Quand le personnage principal ne peut pas perdre, la tension s'évapore. Le public connaît l'issue de chaque confrontation avant qu'elle ne commence. L'histoire doit donc générer de l'intérêt autrement que par la question de la victoire. Par la comédie, par le personnage, par l'écart entre la puissance du protagoniste et la perception qu'en a le monde. My Dad is Too Strong résout ce problème en rendant les enjeux personnels plutôt que physiques. Do-jun ne peut pas perdre un combat, mais il peut perdre son anonymat. Il peut perdre sa vie tranquille. Il peut perdre la normalité que sa fille mérite et qu'il a combattue dans un autre monde contre d'autres ennemis avec d'autres armes pour lui offrir. La menace n'est pas un monstre. La menace, c'est l'exposition. Et le Man-hwa tire une tension authentique de ce principe sur 237 épisodes parce que les conséquences de l'exposition sont émotionnellement catastrophiques d'une manière qu'une défaite physique ne pourrait jamais être. Si le monde découvre ce qu'est Lee Do-jun, la vie de sa fille change à jamais. Elle devient une cible, un point de levier, l'enfant de l'être le plus puissant de la planète, ce qui fait d'elle simultanément la personne la plus protégée et la plus en danger en vie. Do-jun le sait. Chaque dissimulation, chaque esquive, chaque moment de faiblesse joué est une décision de protéger sa fille des conséquences de sa propre nature. Et le poids de cette décision, maintenue quotidiennement, sans reconnaissance, sans que personne ne comprenne le sacrifice, c'est ce qui donne à la comédie sa profondeur. Vous riez, parce qu'un homme qui pourrait détruire des continents panique pour une vente de pâtisserie à l'école. Mais sous le rire, il y a un père qui porte le poids d'une puissance absolue et qui a choisi, délibérément et de manière répétée, de la déposer pour que son enfant puisse avoir une vie normale. Gebyox a écrit cette histoire sur 5 saisons et 237 épisodes, l'achevant en décembre 2025. L'art de Modine porte la plage tonale magnifiquement, élastique et expressif pendant la comédie, tranchant et dévastateur lors des rares séquences d'action, et véritablement tendre lors des moments domestiques tranquilles qui forment la colonne émotionnelle de l'histoire. Le Man-hwa est disponible sur Kakao Page en coréen et via des traductions de fans. Il est terminé, ce qui signifie que vous pouvez lire l'intégralité du voyage, du début à la fin, sans attendre de mises à jour. Si vous cherchez un power fantasy qui est aussi, discrètement et sans annonce, une histoire sur la paternité, sur ce que signifie être le plus fort et choisir la douceur, porter la capacité d'une destruction absolue et passer ses journées à préparer des boîtes à déjeuner. My Dad is Too Strong est le Man-hwa dont vous ignoriez avoir besoin. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez lu. Man-hwa Recap Vault couvre les histoires les plus captivantes du genre chaque semaine. Abonnez-vous si vous voulez être là pour la prochaine. Merci de votre attention. À la prochaine.